Levez-vous, m'a dit automatiquement le juge lorsque je suis entré dans la salle d'audience. Mais quelque chose a alors changé. Il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Attendez, êtes-vous Sam Parker ?» Un silence s'est abattu sur la salle. Ma mère, Diane, qui avait passé les 30 derniers jours à me ridiculiser en me disant que j'allais tout perdre, m'a regardé d'un air perplexe. Mon père, Scott, a finalement levé les yeux de son téléphone portable avec une expression irritée. « Oui, votre honneur », ai-je répondu calmement. Le juge Marcus Brennan s'est penché en avant, étudiant mon visage avec une intensité croissante. « Sam Parker, petit-fils du juge William Parker. »« Oui, monsieur. » À ce moment-là, l'atmosphère de la salle d'audience a complètement changé. L'avocat de mes parents, Richard Palmer, a chuchoté quelque chose frénétiquement à Diane. Elle était visiblement nerveuse à présent, très différente de la femme confiante qui m'avait appelé la semaine précédente en riant « Prépare-toi à tout perdre, samedi. Nous allons prouver que tu as manipulé grand-père et récupéré notre part légitime de l'héritage. » Je m'appelle Sam et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver au tribunal, poursuivi par mes propres parents qui m'ont abandonné alors que je n'avais que 3 mois. Ils sont apparus de nulle part après la mort de mon grand-père, réclamant la moitié des 3 millions de dollars qu'ils m'avaient légués. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais plus ce bébé abandonné qu'ils avaient laissé devant la porte de mes grands-parents en 1991. J'étais procureur général, spécialisé dans les affaires de fraude financière et de manipulation familiale. Et le juge Brennan? Il avait été stagiaire chez mon grand-père pendant 5 ans. Tout en observant l'expression de reconnaissance se dessiner sur le visage du juge, je conservais mon attitude professionnelle. Diane et Scott n'avaient aucune idée de ce que j'étais devenu. Pour eux, j'étais toujours un enfant gênant qui avait profité d'un vieil homme solitaire. « Monsieur Palmer, » dit le juge Brennan, d'une voix plus formelle, « avant de poursuivre, je dois vous informer que j'ai eu une relation professionnelle avec le défunt juge Parker. Si l'une des parties s'oppose à ce que je préside cette affaire, qu'elle le fasse savoir maintenant. » Palmer chuchota désespérément à l'oreille de mes parents. Diane semblait inquiète, mais Scott haussa simplement les épaules avec agacement. De toute évidence, il ne comprenait pas l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Aucune objection, votre honneur, » dit finalement Palmer. Grosse erreur. Le juge acquiesça. Alors continuons. Mais avant cela, monsieur Parker, je dois vous dire que c'est un honneur de vous avoir dans ma salle d'audience. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont l'arrogance de mes parents s'est retournée contre eux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite n'était que le début d'un revirement que personne, en particulier Diane et Scott, n'avait prévu. Mais pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois revenir 3 mois en arrière, lorsque tout a commencé par un appel qui allait changer nos vies à jamais. 3 mois plus tôt, j'étais au cimetière pour enterrer l'homme qui m'avait réellement élevé. Mon grand-père, le juge William Parker, était décédé à l'âge de 87 ans, paisiblement dans son sommeil, comme le diraient les journaux. Pour moi, il était simplement l'homme qui m'avait sauvé quand j'avais 3 mois. Diane est venue à l'enterrement. C'était la première fois que je la voyais depuis plus de 5 ans. Elle est arrivée en retard, est partie avant la réception et a passé les 45 minutes qu'elle a passées là à se plaindre d'être dévastée par la perte de son père. Scott n'est même pas venu. Il a dit qu'il avait un rendez-vous important, probablement une partie de poker avec des amis. Mes parents n'ont jamais vraiment été mes parents. Lorsque Diane est tombée enceinte à l'âge de 18 ans, elle et Scott ont décidé qu'un bébé ne cadrait pas avec leur projet de profiter de la vie. Scott avait des ambitions dans le hockey, Diane voulait se trouver. À 3 mois, ils m'ont emmené chez mes grands-parents maternels à Boston pour ce qui devait être quelques semaines. 32 ans plus tard, ces quelques semaines n'ont jamais pris fin. Grand-père William et grand-mère Hélène m'ont élevé comme leur propre fils. Ils n'ont jamais manqué un match de football, une représentation scolaire, une remise de diplôme. Pendant ce temps, Diane et Scott se présentaient à Noël et à mon anniversaire, quand ils s'en souvenaient, avec des cadeaux coûteux, comme si l'argent pouvait compenser des décennies d'absence. Le plus cruel était la façon dont ils se présentaient aux autres. « Notre fils Sam réussit si bien à l'école », disait Diane à ses amis, comme si elle avait joué un rôle dans mes succès. Scott faisait la même chose, se vantant de son fils qui suivait les traces de son grand-père, à tous ceux qui voulaient l'entendre. Mais quand grand-mère Hélène a eu un accident vasculaire cérébral à l'âge de 68 ans, qui est resté à son chevet pendant 3 semaines. Moi et grand-père William. Diane s'est présentée à l'enterrement, a pleuré devant les caméras, puis a disparu à nouveau. Après la mort de grand-mère, grand-père et moi sommes devenus encore plus proches. Nous dînions ensemble tous les dimanches. Il m'a tout appris sur le droit, l'éthique, la justice. Il a financé mes études de droit à Harvard,
m'a aidé à obtenir le poste de procureur. Jamais par faveur, mais parce qu'il croyait en mon potentiel. Pendant toutes ces années, Diane a continué à recevoir 3000 $ par mois de grand-père. De l'argent qu'elle dépensait en vêtements de marque, en voyage et pour financer les entreprises ratées de Scott. En 30 ans, ils ont reçu plus d'1 million de $. Ils n'ont jamais remercié. Ils ne sont jamais venus nous rendre visite. Ils tendaient simplement la main quand ils avaient besoin de plus. La lecture du testament a eu lieu 1 semaine après les funérailles. Je m'attendais à hériter de quelques livres, peut-être de la maison. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Grand-père m'avait tout laissé. 3 millions de $ d'investissement, la maison de Beacon Hill, les comptes bancaires, les assurances vie. Tout. Il a laissé une lettre à Diane. Une seule page expliquant qu'elle avait déjà reçu sa part de son vivant grâce au paiement mensuel, et que son absence constante démontrait où se trouvaient ses véritables priorités. Sa réaction a été immédiate et prévisible. « C'est impossible », s'est-elle écriée dans le bureau de l'avocat. « Je suis sa fille. » Sam l'a manipulée. Un vieil homme solitaire et un petit-fils profiteur. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu d'une mère. Elle a engagé Richard Palmer, un avocat spécialisé dans la contestation de testaments, et m'a poursuivi en justice pour 3 millions de $. Le plus surréaliste dans tout ça, pendant tout ce temps, elle ne savait pas que j'étais procureur général. Pour elle, j'étais toujours ce bébé abandonné qui avait grandi choyé par ses grands-parents. Elle n'avait aucune idée que je passais mes journées à poursuivre des escrocs, des manipulateurs et des criminels financiers. Scott m'a appelé la semaine dernière en riant « J'espère que tu as apprécié d'être riche pendant quelques mois, samedi. Quand nous en aurons fini avec toi au tribunal, tu auras de la chance s'il te reste assez d'argent pour un appartement d'une chambre. » Pendant qu'il complotait pour me détruire, j'organisais calmement ma défense. Des documents bancaires montrant tous les paiements qu'ils avaient reçus. Les agendas de grand-père enregistrant chaque visite manquée. Leurs emails demandant plus d'argent. Les preuves de 3 décennies de négligence parentale documentées. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient, une chose que je ne découvrirais qu'au tribunal. Le juge Marcus Brennan, qui présiderait l'affaire, avait été stagiaire chez mon grand-père pendant 5 ans. Il connaissait notre famille. Il savait exactement qui avait élevé Sam Parker. Et maintenant, alors que j'observais l'expression de reconnaissance grandissante sur le visage du juge Brennan, je savais que mes parents avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Ils ne se battaient pas seulement contre moi, ils bafouaient la mémoire de l'un des hommes les plus respectés du système judiciaire de l'État. Ce qui s'est passé ensuite au tribunal s'est avéré encore plus dévastateur que je ne l'aurais imaginé. Car lorsque vous passez votre vie à sous-estimer quelqu'un, cette arrogance finit par vous coûter cher. Monsieur Palmer, a déclaré le juge Brennan, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. Palmer s'est levé avec une confiance excessive, convaincu qu'il avait un dossier solide. Votre honneur, il s'agit d'un cas classique de manipulation d'une personne âgée. Le défendeur, Sam Parker, a systématiquement isolé son grand-père de sa famille légitime, créant une dépendance émotionnelle afin de s'assurer d'être l'unique bénéficiaire du testament. J'ai observé mes parents pendant que Palmer parlait. Diane était assise bien droite, jouant parfaitement le rôle de la fille en deuil et trahie. Scott vérifiait discrètement son téléphone portable, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. C'était exactement ainsi que je me souvenais d'eux dans mon enfance, elle toujours en train de jouer la comédie, lui toujours absent. Le défunt juge Parker, a poursuivi Palmer, était dans un état mental compromis après le décès de sa femme. Sam a profité de cette vulnérabilité pour éloigner ses parents de tout contact significatif. Lorsque Diane essayait de lui rendre visite, Sam trouvait toujours des excuses pour empêcher ces rencontres. C'était un mensonge tellement flagrant que j'ai failli sourire. Diane n'a jamais essayé de lui rendre visite. Au cours des 5 dernières années de la vie de grand-père, elle n'est venue que 3 fois. Et à chaque fois, c'était parce qu'elle avait besoin d'argent. Palmer a continué à brosser un tableau où j'étais le méchant manipulateur et eux les victimes innocentes. Il a parlé de la façon dont il avait toujours voulu participer davantage à la vie de leur père. Comment Sam avait intentionnellement créé des barrières et comment la véritable volonté du juge Parker était de laisser l'héritage se partager équitablement entre les membres de la famille. Lorsque ce fut le tour de mon avocat, Thomas Richardson, l'atmosphère changea complètement. « Votre honneur », commença calmement Thomas, « les faits de cette histoire sont simples et tous documentés. Pendant 32 ans, M. Sam Parker a été le seul membre de la famille à avoir été présent de manière constante dans la vie du juge William Parker. » Thomas ouvrit son dossier et commença à présenter les preuves que j'avais passé des mois à compiler. Des calendriers détaillés montrant chaque visite manquée par mes parents. Des relevés bancaires révélant le $1 million qu'ils ont reçu au fil des ans. Des emails de leur part demandant plus d'argent.
Des relevés téléphoniques montrant qu'en 2018, Diane n'a appelé grand-père que 4 fois, toujours pour demander une aide financière. Mesdames et messieurs, a déclaré Thomas, il ne s'agit pas ici d'un cas de manipulation. Il s'agit d'un cas de conséquence. Le juge Parker a pris une décision rationnelle basée sur 3 décennies d'observation. Il a laissé son héritage à la personne qui tenait vraiment à lui. C'est à ce moment-là que Diane a commis sa première grande erreur. Elle n'a pas réussi à garder son sang-froid. C'est faux, s'écria-t-elle en se levant de sa chaise. Sam a toujours été possessif. Il ne nous laissait jamais passer du temps seul avec papa. Le juge Brennan frappa son marteau. Madame Morrison, asseyez-vous. Toute autre manifestation entraînera votre expulsion de la salle. Palmer lui murmura quelque chose d'un ton pressant, essayant de la calmer, mais le mal était fait. Son masque de fille en deuil était tombé, révélant la femme colérique et cupide que je connaissais intimement. À ce moment-là, je sentis quelque chose changer en moi. Au cours des mois qui avaient précédé le procès, ma stratégie était purement défensive. Prouver que je méritais l'héritage, montrer que ces allégations étaient fausses, et passer à autre chose. Mais en voyant Diane là, mentant effrontément sur notre histoire, diffamant la mémoire de grand-père, prétendant qu'elle était la victime, quelque chose en moi s'est endurci. Il ne suffisait plus de simplement gagner le procès. Je voulais que toute la vérité soit révélée. Je voulais qu'ils affrontent publiquement les conséquences de 32 ans de négligence. Je voulais que tout le monde dans cette salle sache exactement quel genre de personnes ils étaient. Pendant la première pause, Thomas m'a entraîné dans le couloir. « Sam, je dois te prévenir. Il pourrait appeler des témoins que nous ne connaissons pas. Palmer est connu pour ses surprises de dernière minute. » Quel genre de surprise? Toute personne qu'ils auraient pu convaincre de témoigner de ta prétendue manipulation. Des voisins, des connaissances, voire certains collègues de ton grand-père qu'ils auraient pu approcher. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je calculais. S'ils voulaient jouer sale, j'avais suffisamment de munitions pour les détruire complètement. Au cours de mes années en tant que procureur, j'avais appris à tout documenter. Chaque email, chaque appel téléphonique, chaque interaction suspecte. Je conservais toutes les preuves. Et il y avait quelque chose que Thomas ignorait, quelque chose que je gardais en réserve comme dernier recours. Dans les semaines qui ont précédé la mort de grand-père, il avait enregistré plusieurs conversations téléphoniques avec Diane. Des conversations où elle admettait ouvertement qu'elle ne se souciait que de l'argent, où elle se moquait de son âge et de sa fragilité, où elle faisait des plans sur la façon dont elle dépenserait son héritage légitime. J'avais ces enregistrements. Et si Palmer voulait en faire une guerre, j'étais tout à fait prêt à gagner. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience, le juge Brennan m'a regardé droit dans les yeux pendant un moment. Il y avait quelque chose dans son expression. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance, mais aussi du respect. Il connaissait mon travail en tant que procureur. Il savait que je n'étais pas le jeune homme naïf que mes parents pensaient poursuivre en justice. « Monsieur Palmer, » a dit le juge, « appelez votre premier témoin. » Palmer a souri avec assurance. « J'appelle Diane Morrison à la barre. » En regardant ma mère marcher vers la barre, un calme étrange m'a envahi. Pendant des années, elle avait contrôlé notre histoire familiale par des mensonges et de la manipulation. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle était sous serment. Et cette fois, je n'étais plus ce bébé sans défense qu'elle avait abandonné. J'étais un procureur spécialisé dans la démasquage des menteurs. Et j'étais sur le point de montrer à toute cette salle de quoi j'étais capable. Ce que mes parents ignoraient, c'est que j'avais passé les 10 dernières années de ma carrière à détruire des gens qui pensaient pouvoir manipuler le système. Des gens qui pensaient que leurs mensonges étaient trop intelligents pour être détectés. Des gens exactement comme eux. La véritable bataille ne faisait que commencer, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Diane monta à la barre des témoins comme si elle montait sur scène. Toute la performance qu'elle avait répétée au cours de la semaine précédente était sur le point de commencer. Mais je savais quelque chose que Palmer ignorait. Diane avait toujours été une très mauvaise actrice lorsqu'elle était nerveuse. « Madame Morrison, » commença doucement Palmer, « décrivez votre relation avec votre père. »« Papa était tout pour moi, » dit-elle, la voix tremblante au bon moment. « Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, lui et ma mère m'ont recueilli. Ils m'ont donné un foyer, de l'amour, tout. Jusqu'ici, tout était vrai. Mais les mensonges allaient bientôt commencer. Et quand Sam est né? J'étais très jeune. J'avais seulement 18 ans. Scott et moi commencions notre carrière. Papa a proposé de nous aider temporairement avec Samedi. Nous pensions que ce serait pour quelques mois, le temps de nous installer. Premier mensonge. Dans les documents que j'avais, il y avait des emails de Diane 3 semaines après m'avoir laissé chez mes grands-parents, demandant s'ils pouvaient prolonger la nounou gratuite
pour quelques mois supplémentaires. Elle n'avait jamais prévu de venir me chercher. Mais est-ce devenu permanent? Malheureusement, oui. Chaque fois que Scott et moi essayions de reprendre la garde, papa créait des obstacles. Il disait que Sam était bien intégré à l'école, que ce serait traumatisant pour lui. Finalement, nous avons arrêté d'essayer parce que nous ne voulions pas faire de mal à Samedi. Deuxième mensonge colossal. En réalité, il existait tout un dossier de correspondance dans lequel grand-père les suppliait d'assumer davantage leurs responsabilités. Des lettres dans lesquelles il proposait de payer des nounous, des écoles privées, n'importe quoi pour qu'ils soient plus présents. Toutes rejetées. Thomas m'a lancé un regard qui disait « Laisse-la continuer à creuser sa propre tombe ». J'ai acquiescé de manière presque imperceptible. Après la mort de ma mère, j'ai essayé de me rapprocher de mon père, mais Sam était toujours là. C'était comme si j'étais une étrangère dans la maison où j'avais grandi. Et financièrement, votre père vous aidait-il? Très peu. Il nous aidait occasionnellement, mais rien de significatif. Scott et moi avons toujours été indépendants. Troisième mensonge. Et c'est là que j'allais la coincer. Parce que je n'avais pas seulement des relevés bancaires montrant les 3 000 $ mensuels pendant 20 ans. J'avais ses emails demandant plus d'argent. J'avais les justifications qu'elle donnait. J'avais même un enregistrement audio où elle riait à une amie en disant « Papa est ma banque personnelle ». Palmer a continué à guider Diane à travers son récit fabriqué de toutes pièces sur le fait qu'elle avait toujours voulu être plus présente, que je l'avais délibérément éloignée, que grand-père était mentalement diminué ces dernières années. Mais le moment que j'attendais est enfin arrivé. Maintenant, Madame Morrison, quand vous avez appris la décision de votre père de tout léguer à Sam, quelle a été votre réaction? Diane a hésité une fraction de seconde. J'ai été surprise. Ce n'était pas à propos de l'argent, mais à propos de ce que cela signifiait. Papa m'envoyait le message que j'avais échoué en tant que fille. Et vous pensez que Sam a influencé cette décision? Objection, dit calmement Thomas. Spéculation. Je reformule, dit Palmer. Madame Morrison, au cours des dernières années de la vie de votre père, Sam était-il souvent présent? Oui, presque tous les jours. Il contrôlait l'accès. Quand j'appelais, Sam répondait et disait que papa se reposait ou était occupé. Quatrième mensonge. Et voilà mon piège. Je sortis discrètement mon téléphone et envoyai un message à Thomas. Interroge-la sur les appels enregistrés. Diane continua pendant encore 15 minutes, tissant une toile de mensonges sur la manipulation, l'isolement et l'exploitation d'une personne âgée vulnérable. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un clou de plus dans le cercueil de l'affaire. Palmer conclut « Merci, Madame Morrison. Votre amour pour votre père est évident. » C'était maintenant au tour de Thomas. Il se leva lentement, rangea ses papiers avec un calme délibéré, puis s'approcha de Diane avec la précision d'un prédateur s'approchant d'une proie blessée. « Madame Morrison, vous avez dit que votre père vous apportait une aide financière occasionnelle et basique. Est-ce exact? » Oui. Thomas prit un document. « Votre honneur, je voudrais présenter comme preuve les relevés bancaires du défunt juge Parker, couvrant les 20 dernières années. » Palmer se leva. Objection, votre honneur. Pertinence? La requérante a affirmé avoir reçu une aide minimale, dit Thomas. Cela touche directement au cœur de sa crédibilité. J'accepte la preuve, dit le juge Brennan. Thomas se tourna vers Diane. Madame Morrison, selon ces registres, votre père a transféré exactement 3 000 $ sur votre compte chaque mois pendant 20 ans et 4 mois. Cela représente un total de 724 000 $. Vous appelez cela une aide occasionnelle minimale? Le visage de Diane rougit. Je ne me souviens pas du montant exact. Mais vous vous souvenez avoir déclaré sous serment que c'était très peu, n'est-ce pas? C'était peut-être 3 000 $ par mois, mais ce n'était pas beaucoup pour couvrir nos dépenses. Thomas prit un autre dossier. Et en plus des 3 000 $ par mois, il y a aussi des virements supplémentaires. 15 000 en mars 2005 pour l'urgence médicale de Scott. 20 000 en octobre 2007 pour l'investissement dans la cafétéria. 30 000 en septembre 2012 pour la caution de l'appartement. Dois-je continuer? Diane transpirait visiblement à présent. Si vous suivez cette histoire sur la façon dont la cupidité aveugle peut se retourner contre les personnes les plus proches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montre comment la vérité finit toujours par éclater au grand jour. C'était des besoins réels. Des besoins, répéta Thomas. Choix de mots intéressants. Votre Excellence, j'aimerais présenter d'autres preuves. Il alluma un projecteur et une image apparut sur le mur. C'était un email de Diane à grand-père,
daté de 2019. Thomas lut à haute voix. Papa, j'ai besoin de 15 000 $ supplémentaires. Scott a investi notre argent d'urgence dans une opportunité unique qui a mal tourné. Je promets que c'est la dernière fois que je demande un supplément. Bisous, Diane. Thomas la regarda. Cet email a été envoyé 2 semaines après une autre demande de 10 000 $ pour des réparations sur la voiture. Était-ce de véritables besoins, Madame Morrison? Nous traversions une période difficile. Une période difficile intéressante pour des personnes qui prétendent avoir été financièrement indépendantes, dit Thomas en prenant un autre document. Voici votre déclaration de revenus de 2019. Revenu familial déclaré, 42 000 $. Somme reçue de votre père cette année-là, 58 000 $. Cela signifie que l'aide de base de votre père représentait plus que votre revenu familial total. Diane n'avait pas de réponse. Mais Thomas n'avait pas fini. Parlons maintenant de vos visites. Vous avez déclaré que vous essayiez de lui rendre visite souvent, mais que Sam contrôlait l'accès. Est-ce vrai? Oui, il a toujours. Votre honneur, j'aimerais diffuser un enregistrement téléphonique. Palmer bondit. Objection. Nous n'avons pas été informés de l'existence d'enregistrement. Votre honneur, dit calmement Thomas, cet enregistrement a été trouvé parmi les effets personnels du juge Parker. En tant qu'ancien juge de la Cour suprême, il avait l'habitude d'enregistrer les conversations importantes pour des raisons juridiques. La famille a été informée lors de la découverte des preuves. J'accepte, dit le juge Brennan. Ce qui se passa ensuite changea complètement la dynamique du tribunal. La voix de grand-père emplit la salle, claire et forte. Diane, ma chérie, je t'appelle parce que Sam m'a dit que tu prévoyais de nous rendre visite dimanche prochain pour son anniversaire. La voix irritée de Diane. Oh, papa, changement de programme. Scott a obtenu des billets pour le match des Patriots. Nous ne pouvons pas venir. Peut-être le week-end prochain. Diane, c'est le 18e anniversaire de samedi. Il vous attend. Il comprendra. Ce n'est pas comme si c'était une date vraiment importante. Silence gênant dans la salle d'audience. Y a-t-il quelque chose de vraiment important pour toi à part l'argent, Diane? Quelle question, papa? Bien sûr que oui. Parce que sur les 10 derniers appels que tu as passés, 8 étaient pour demander de l'argent et 2 pour annuler des visites. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu utilises Sam comme excuse pour ton absence alors que tu n'as jamais essayé d'être présente. L'enregistrement s'est terminé. Le silence dans la salle était assourdissant. Thomas a regardé Diane, qui était visiblement bouleversée. Madame Morrison, cette conversation a eu lieu il y a 14 ans. Combien de fois depuis lors avez-vous annulé des visites pour des activités de loisirs? Je ne m'en souviens pas. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Thomas prit un calendrier. L'anniversaire de Sam à 19 ans, vous l'avez annulé pour un mariage à Las Vegas. Son anniversaire à 20 ans, vous l'avez annulé parce que Scott était malade. Curieusement, le même jour où il a posté des photos de lui en train de pêcher sur Instagram. Sa remise de diplôme universitaire, annulée pour une urgence familiale, dont nous savons maintenant qu'il s'agissait de Scott qui perdait de l'argent au pari en ligne. Chaque exemple cité par Thomas faisait sombrer Diane un peu plus dans son fauteuil. Mais je savais qu'il avait gardé le meilleur pour la fin. Madame Morrison, à quand remonte la dernière fois où vous avez rendu visite à votre père sans lui demander d'argent? Long silence. Je répète la question. À quand remonte la dernière fois? Je ne sais pas trop. Car d'après ces registres, cela ne s'est pas produit une seule fois au cours des 15 dernières années. Chaque visite, chaque appel, chaque contact coïncidait avec une demande d'argent. Thomas s'approcha du banc des témoins. Vous avez dit que Sam contrôlait l'accès à votre père. Mais en réalité, vous ne cherchiez à le voir que lorsque vous aviez besoin d'argent, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Diane commit l'erreur fatale. C'était mon père, s'écria-t-elle, perdant complètement son sang-froid. J'avais plus droit à cet argent que Sam. Je suis sa fille biologique. Le tribunal fut plongé dans un silence total. Palmer ferma les yeux, sachant que sa cliente venait de détruire son propre dossier. Thomas ne dit plus rien. Il retourna simplement à sa table. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Alors que Diane descendait du banc des témoins, les yeux remplis de larmes de colère, je gardais une expression neutre. Mais à l'intérieur, je calculais. Après avoir passé des années à poursuivre des fraudeurs et des manipulateurs, je reconnaissais tous les signes. Diane venait d'avouer que le procès portait sur la cupidité et non sur la justice. Scott allait être appelé à la barre ensuite, et je savais qu'il serait encore plus facile à détruire. Contrairement à Diane,
qui essayait au moins de maintenir une certaine façade de victime, Scott n'avait jamais pris la peine de cacher sa nature égoïste. Et une fois que Thomas en aurait fini avec Scott, ce serait mon tour de témoigner. Mon tour de raconter ma version de l'histoire. Mon tour d'honorer la mémoire de l'homme qui m'avait réellement élevé. Mais d'abord, je voulais voir mon père biologique se détruire lui-même à la barre des témoins. Parce qu'après m'avoir traité comme un inconvénient pendant 32 ans, il était sur le point de découvrir exactement à qui il avait affaire. Scott monta à la barre des témoins avec la même énergie que quelqu'un qui se rend à un rendez-vous médical obligatoire. Il était clair qu'il ne voulait pas être là, mais Palmer avait insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de son témoignage pour renforcer leur dossier. « Monsieur Morrison, » a commencé Palmer, « décrivez votre relation avec votre beau-père. » Scott a haussé les épaules. C'était compliqué. William ne m'a jamais beaucoup aimé. Il pensait que je n'étais pas assez bien pour Diane. Une admission intéressante dès le départ. Et avec Sam, quelle était votre relation en tant que père? J'ai essayé d'être présent, mais mon travail dans le hockey était très exigeant. Beaucoup de déplacements, des matchs dans d'autres villes. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai essayé de me rapprocher de lui, mais Sam semblait toujours distant. Premier mensonge. Au cours des 15 dernières années, Scott m'avait appelé exactement cette fois. Toujours pour me demander de l'argent. Palmer a essayé de le guider vers le même récit de manipulation et d'isolement, mais Scott était un très mauvais acteur. Ses réponses étaient vagues, contradictoires et clairement mal préparées. Quand vous avez appris que Sam avait tout hérité, quelle a été votre réaction? J'ai été surpris. Je veux dire, je suis son père. Je pensais qu'au moins une partie serait à nous. Thomas s'est levé pour le contre-interrogatoire avec un sourire que je reconnaissais des tribunaux. C'était le sourire de quelqu'un qui s'apprête à démolir un témoin. Monsieur Morrison, combien de fois avez-vous rendu visite à Sam au cours des 10 dernières années? Scott a cligné des yeux plusieurs fois. Je ne sais pas, plusieurs fois. Plusieurs fois, a répété Thomas. Pouvez-vous être plus précis? Peut-être 10, 15 fois. Thomas prit un document. D'après le registre des visites que Sam tenait, c'était exactement 3 fois. Noël 2015, son anniversaire en 2017 et les funérailles de sa grand-mère en 2019. 3 fois en 10 ans. C'est ça, plusieurs fois, selon votre définition? Scott rougit. Je ne comptais pas. Bien sûr que vous ne comptiez pas. Tout comme vous n'avez pas compté les fois où vous avez emprunté de l'argent au juge Parker pour vos investissements. N'est-ce pas? Palmer se leva. Objection, hors de propos. Votre honneur, le requérant prétend avoir eu une relation étroite avec le défunt. J'établis la nature réelle de cette relation. J'accepte, dit le juge Brennan. Thomas continua. Monsieur Morrison, combien de fois avez-vous emprunté de l'argent au juge Parker? Quelquefois, quand je traversais des difficultés. Quelquefois. Soyons précis. Thomas projeta un autre document. Mars 2003, 10 000 $ pour le bar sportif. Août 2005, 15 000 $ pour l'académie de hockey. Décembre 2007, 20 000 $ pour le magasin de souvenirs. Septembre 2010, 12 000 $ pour des investissements dans des crypto-monnaies. Dois-je continuer? Chaque élément que Thomas énumérait faisait sombrer Scott un peu plus dans son fauteuil. Et combien de ces prêts avez-vous remboursé? Long silence. Je répète ma question, monsieur Morrison. Combien de prêts ont été remboursés? Les choses sont devenues difficiles financièrement. 0. La réponse est 0, n'est-ce pas? 67 000 $ de prêts et 0 centime remboursés. Thomas s'approcha. Et quand avez-vous parlé à Sam pour la dernière fois avant la mort du juge Parker? Scott hésita. Je ne m'en souviens pas exactement. C'était à Noël 2022. Il y a 3 ans. Vous avez appelé pour emprunter 5 000 $ pour une urgence médicale. Sam a refusé. C'était votre dernière conversation avec votre fils avant de le poursuivre en justice pour 3 millions de $. La salle d'audience était plongée dans un silence total. Je n'ai plus de questions, a déclaré Thomas en retournant à sa table. Palmer a appelé 2 autres témoins, des voisins qui connaissaient à peine notre famille et qui ont tenté de dépeindre grand-père comme un homme solitaire et manipulable. Thomas les a tous 2 démolis lors du contre-interrogatoire, prouvant qu'il disposait d'informations de seconde main et avait des motivations douteuses. Puis vint mon tour. La défense appelle Sam Parker à la barre des témoins. Je me suis dirigé calmement vers la barre, j'ai prêté serment et je me suis assis. Pendant des années, en tant que procureur, j'avais observé des témoins de toutes sortes. C'était maintenant à mon tour de dire ma vérité. Thomas a commencé doucement. Sam,
Parlez-nous de votre enfance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. J'ai été abandonné par mes parents quand j'avais 3 mois. Ils m'ont laissé chez mes grands-parents pour ce qui devait être quelques semaines, pendant qu'ils organisaient leur vie. Ces semaines se sont transformées en 32 ans. J'ai parlé des matchs de football où seuls mes grands-parents venaient me voir. Des remises de diplômes où Diane et Scott envoyaient des excuses de dernière minute. De la façon dont j'ai appris à cesser de les attendre et à commencer à apprécier ceux qui étaient vraiment présents. Vos parents contribuaient-ils financièrement à votre éducation? Jamais. Mes grands-parents ont tout payé. Les vêtements, l'école, l'université, la faculté de droit. Pendant ce temps, mes parents recevaient des milliers de dollars par mois de mon grand-père. Thomas m'a guidé à travers toute mon histoire. L'amour inconditionnel de mes grands-parents. La mort de grand-mère Hélène. Comment grand-père et moi sommes devenus encore plus proches. Ma carrière de procureur. Les dîners du dimanche qui étaient sacrés. Saviez-vous pour le testament? Absolument pas. J'ai été choqué. Je m'attendais à hériter de quelques livres, peut-être de la maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me laisserait tout. Avez-vous à un moment donné tenté d'influencer les décisions de votre grand-père concernant le testament? Nous n'avons jamais discuté du testament. Jamais. J'aimais mon grand-père pour l'homme qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait me laisser. Puis Palmer s'est levé pour le contre-interrogatoire. Et c'était exactement là où je voulais qu'elle aille. Monsieur Parker, n'est-il pas vrai que vous avez délibérément éloigné vos parents de votre grand-père? Je me suis légèrement penché en avant. Monsieur Palmer, je suis procureur depuis 10 ans. Je suis spécialisé dans les affaires de fraude et de manipulation familiale. Si j'avais voulu manipuler mon grand-père, pensez-vous que j'aurais été assez stupide pour laisser des preuves? Palmer cligna des yeux, réalisant trop tard qu'il venait de remettre en question l'intelligence d'un procureur expérimenté. Cela ne répond pas à ma question. Cela répond parfaitement. La question est, pourquoi aurais-je besoin d'éloigner mes parents s'ils n'ont jamais essayé de se rapprocher? Monsieur Palmer, au cours des 15 dernières années de la vie de mon grand-père, combien de fois mes parents lui ont-ils rendu visite sans lui demander d'argent? Ce n'est pas. Je peux répondre à votre place. 0 fois. Chaque contact, chaque appel, chaque visite était accompagnée d'une demande financière. Alors expliquez-moi, comment peut-on éloigner des personnes qui ne se manifestent que lorsqu'elles ont besoin d'argent? Palmer a essayé un autre angle. Vous avez bénéficié de l'éducation payée par votre grand-père, de ses relations. Oui, ai-je répondu calmement. Parce qu'il a choisi d'investir en moi. Tout comme il a choisi de donner plus d'1 million de dollars à mes parents pendant 20 ans. La différence, c'est que j'ai rendu cet investissement par ma présence, mon amour et mon dévouement. Qu'ont-ils rendu en échange? Palmer était visiblement frustré. Vous ne pensez pas que les enfants biologiques ont des droits? Monsieur Palmer, l'ai-je interrompu, les droits s'obtiennent par le biais de responsabilités. Mes parents ont eu 32 ans pour exercer leurs droits parentaux. Ils ont choisi de ne pas le faire. Mon grand-père a pris une décision fondée sur 3 décennies d'observation. En tant que procureur, je vois constamment des cas similaires. Et dans chacun d'eux, les preuves mènent à la même conclusion. Les actions ont des conséquences. C'est alors que Palmer a commis l'erreur fatale. Il a essayé de me provoquer. Vous n'éprouvez aucune compassion pour vos parents? Aucun remords de les avoir laissés sans rien? Je me suis penché en avant, le regardant droit dans les yeux, puis Diane, puis Scott. Monsieur Palmer, mes parents ne se sont pas retrouvés sans rien. Ils ont reçu plus d'1 million de dollars au fil des ans. Ils ont eu d'innombrables occasions de construire une relation avec moi. Ils ont eu chance après chance de montrer qu'ils se souciaient d'autre chose que de l'argent. Ils ont choisi de ne profiter d'aucune de ces occasions. Ma voix s'est raffermie. De la compassion? J'éprouve de la compassion pour tout enfant qui grandit sans parents présents. Des remords? J'ai des remords que mes grands-parents aient dû passer leurs années dorées à élever leurs petits-fils parce que leurs propres enfants étaient incapables d'assumer leurs responsabilités élémentaires. Le tribunal était plongé dans un silence absolu. Mais les laisser sans rien? Monsieur Palmer, ils se sont eux-mêmes privés de tout lorsqu'ils ont choisi l'abandon plutôt que l'amour. Lorsqu'ils ont choisi l'absence plutôt que la présence. Lorsqu'ils ont choisi de prendre plutôt que de donner. Mon grand-père a simplement reconnu ce choix et a agi en conséquence. Palmer n'avait plus rien à dire. Je n'ai plus de questions. Lorsque je suis descendu de la barre, j'ai vu des larmes dans les yeux de Diane. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de colère d'avoir été exposées publiquement. Thomas a appelé son dernier témoin, l'avocat qui avait rédigé le testament de grand-père. Margaret Chen a travaillé avec le juge Parker pendant 30 ans. Madame Chen,
comment s'est déroulé le processus de rédaction de ce testament. Le juge Parker a été extrêmement méticuleux, a-t-elle déclaré. Il a demandé de multiples révisions, a exigé des documents spécifiques sur les paiements versés à Diane au fil des ans, et a inclus des termes spécifiques anticipant une éventuelle contestation. Semblait-il confus ou contraint? Absolument pas. Il était plus lucide et déterminé que pour tout autre document que nous avons préparé ensemble. Il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Palmer tenta un contre-interrogatoire désespéré, mais Margaret Chen resta imperturbable. 30 ans de pratique juridique l'avaient préparé à toute attaque. Après les plaidoiries finales, Palmer répétant les mêmes allégations faibles, Thomas démolissant méthodiquement chaque point, le juge Brennan annonça qu'il rendrait sa décision immédiatement. « J'ai examiné attentivement toutes les preuves et tous les témoignages », a-t-il commencé. Cette affaire se résume à une question fondamentale. Les allégations de manipulation et d'incompétence sont-elles étayées par les faits? Il a regardé mes parents droit dans les yeux. Les preuves montrent clairement que non. Le juge Parker était mentalement et physiquement compétent. Ses décisions étaient largement documentées. Et surtout, 3 décennies de preuves documentaient exactement les raisons pour lesquelles il avait pris ses décisions. Diane se mit à pleurer silencieusement. La Cour estime que le testament du juge William Parker reflète ses véritables intentions, qu'il avait toute sa capacité testamentaire et qu'il n'y a pas eu d'influence indue. Le marteau frappa avec force. La procédure est rejetée. De plus, en raison de la nature frivole de cette action, les requérants sont responsables des frais juridiques de la défense. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit. Diane se leva et s'écria. « Ce n'est pas fini, Sam. Nous allons faire appel. Nous nous battrons jusqu'au dernier centime. » Le juge Brennan frappa à nouveau du marteau. « Madame Morrison, toute autre déclaration constituera un outrage au tribunal. » Mais Scott ramena Diane sur sa chaise, lui chuchotant quelque chose à l'oreille avec insistance. Je vis Palmer fermer son dossier avec une expression abattue. Lorsque je quittai le tribunal cet après-midi-là, je ressentis une sensation étrange. Ce n'était pas exactement du soulagement, c'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment qu'enfin, après 32 ans, la vérité avait été officiellement reconnue. Mais alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone sonna. C'était Thomas. « Sam, il faut qu'on parle. Palmer vient d'appeler. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit pendant le procès. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Je m'arrêtai au milieu du trottoir, sentant mon estomac se nouer. « Que veux-tu dire? » Je te retrouve au bureau dans 1 heure. Et Sam, apporte tous les documents de ton grand-père que tu as encore. Tous. En me rendant au bureau de Thomas, une seule question me trottait dans la tête. Après avoir remporté une victoire aussi convaincante, que pouvaient bien avoir gardé mes parents comme dernier recours? Ce que j'étais sur le point de découvrir prouverait que, même après des décennies de négligence, Diane et Scott avaient encore une dernière carte à jouer. Une carte qui menaçait non seulement mon héritage, mais aussi toute la mémoire de l'homme qui m'avait élevé. Lorsque je suis arrivé au bureau de Thomas, j'ai trouvé Palmer qui m'attendait, l'air abattu. À côté de lui se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. « Sam, voici le détective Morrison », a dit Thomas. « Il n'a aucun lien de parenté avec vos parents. » Le détective m'a regardé sérieusement. « Monsieur Parker, vos parents m'ont contacté hier, affirmant que vous aviez falsifié des documents pour le procès. Ils voulaient porter plainte. » Mon sang s'est glacé pendant un instant. Puis Palmer a pris la parole. « Mais lorsque nous avons enquêté sur leurs allégations, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Diane Morrison a tenté de soudoyer un témoin pour qu'il mente sur l'état mental de son grand-père. Nous avons tout enregistré. » Thomas a souri. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont commis un véritable crime pour tenter de prouver un crime inexistant. Le détective a poursuivi. « Vos preuves étaient authentiques, Monsieur Parker. Mais les leurs ne l'étaient pas. Diane et Scott sont poursuivis pour subornation et tentative de parjure. 3 semaines plus tard, j'ai lu dans le journal que Diane avait été condamnée à 18 mois de prison. Scott a été condamné à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Tous deux ont été condamnés à payer 40 000 $ d'amende et de frais judiciaires. Mais la véritable justice s'est manifestée de manière plus subtile. Des centaines de personnes se sont présentées aux funérailles de grand-père. Des juges, des avocats, des gens ordinaires qui l'avaient aidé au cours des 4 dernières décennies. Tous ont parlé de son intégrité, de sa gentillesse, de sa sagesse. Diane et Scott sont arrivés en retard et sont partis avant la réception. Personne ne les a salués. Personne ne les a consolés. Ils étaient des étrangers aux funérailles de leur propre père et beau-père. 6 mois plus tard,
J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer la fondation William et Helen Parker, qui offre des bourses à des jeunes issus de familles défavorisées qui souhaitent étudier le droit. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis juge à la Cour suprême de l'État. J'occupe le même siège que mon grand-père a occupé pendant 40 ans. Chaque décision que je prends honore les valeurs qu'il m'a enseignées. Diane a été libérée de prison l'année dernière. J'ai entendu dire qu'elle vit dans un petit appartement et travaille à temps partiel dans un supermarché. Scott a déménagé dans un autre État après avoir perdu sa maison pour ne pas avoir pu payer ses amendes. Je ne leur ai plus jamais parlé. Non par colère, mais par indifférence. Ils n'ont aucune importance dans ma vie, comme cela a toujours été le cas. En réalité, ils m'ont rendu le plus grand service possible en m'abandonnant. Ils m'ont donné la chance d'être élevé par des personnes extraordinaires qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans mon bureau, j'ai une photo de mon grand-père le jour de ma remise de diplôme en droit. Il rayonne de fierté. À côté, une lettre qu'il m'a écrite quand j'avais 12 ans, après une discussion que nous avons eue sur la justice. Sam, souviens-toi toujours, la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour. La justice n'est pas la vengeance, mais l'équilibre. Et la dignité ne se hérite pas, elle se gagne. Si cette histoire sur la façon dont la vérité finit toujours par prévaloir vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice et de revirement. Parce que parfois, être abandonné par ses parents biologiques est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, Scott essayait de vendre l'histoire du « fils ingrat » au tabloïd. Personne n'était intéressé. Moi? Eh bien, je signais ma 11e décision judiciaire de la semaine, poursuivant l'héritage de l'homme qui m'avait vraiment élevé. Aguante el Valorant. Pues sí. Avi, ¿tienes caña? Tengo 43, me faltan un poquito. Tengo vacas aquí, Voy a buscar más, pero no sé. Vaya, baja. ¿Bajo? Sí, baja, ya. ¿Y manzanas tienes? 27, no es mucha. Ahorita ya pico los demás. Bueno. Ojalá prenda. ¿Quién es esa bebida? Tengo los pies helados, Dios. ¿Qué es esa bebida? Diles algo, mierda. ¿Qué cosa, bully? Agues. Boludo, todos los días están rompiendo la bola con que quieren Team Game. ¿Por qué? Cuando hosteamos Team Game, se quejan porque no hosteamos FFA. ¿Qué acabo de hacer? Literal. Sí, bueno, igual FFA todos los días hostean eso. Ay, no tengo agua. Estoy en el borde, boludo. La PM. Emisión 2 FFA. Yo estuve intentando... ¿Cómo se llama? Sacar mi vida adelante. Hoy no estuve en Minecraft directamente. En todo el día estuve fuera de mi casa. Bueno, y vuelvo al rato. Ok. Bernie, me aprobé el examen. Me saqué un 7, creo. Ay. Nunca sé subir aguas, boludo. Bien. ¿Viste? Ya. ¡Ay, Dios! Pero, ¿sabes? Estaba sentada al lado de un chico y de la nada dijo algo de... El Adolf Hitler. Ese Adolf. Fue muy loco, la verdad. No sé por qué dijo eso. De la nada lo dijo encima. La profe estaba pidiendo ejemplos de no sé qué.
Por favor, me muero de ansiedad, me da TOC. ¿Qué cosa? El primer pintor. A las 5 no. ¿Agua está acá o no? Yes. No sé. Ya llegó. Hola. Vámonos. Soy del móvil, amigo. Qué putos tres, amigo, quiero llorar. Pues te escucha diferente. Ah, es Bernick. El micrófono del móvil, el micrófono del móvil. Ah, Acá sí, sí. se te escucha como... más borroso. Ya. Mira. Amiga, ¿puedes hacer tablones de madera y no usar los troncos, por favor? Muchas gracias. Ni siquiera te lo agradezco. Normalmente lo haría, pero... pero nada. Te mataste a Juan y Oso, digo, amigo. Estando en la uni, boludo. Estás jugando desde el móvil. Literal. Lo maté desde jugando al Pocket Edition. ¿Y A ya ver. te hiciste libros? No, ahí me hago. Tengo tres. Volví, hola. Tengo tres, ¿no? Sí. Pero no sé dónde está, güey, boludo. Pero estás jugando con usted. Sí. Pero se hace de rogar. Digo